Chapitre 9 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. La redingote olive, section 1. Midi et quart. Un restaurant près de la Madeleine. Le prince déjeune. À la table voisine, deux jeunes gens s'assoient. Il les salue et se met à leur parler comme à des amis de rencontre. Vous êtes de l'expédition, hein? Oui. Combien d'hommes en tout? 6, paraît-il. Chacun y va de son côté. Rendez-vous à 1h03 avec M. Weber, près de la maison de retraite. Bien, j'y serai. Quoi? N'est-ce pas moi qui dirige l'expédition? Et ne faut-il pas que ce soit moi qui retrouve M. Lenormand, puisque je l'ai annoncé publiquement? Vous croyez donc, patron, que M. Lenormand n'est pas mort? J'en suis sûr. Oui, depuis hier, j'ai la certitude qu'Altenheim et sa bande ont conduit M. Lenormand et Gourel sur le pont de Bougival, et qu'ils les ont jetés par-dessus bord. Gourel a coulé, M. Lenormand s'en est tiré. Je fournirai toutes les preuves nécessaires quand le moment sera venu. Mais alors, s'il est vivant, pourquoi ne se montre-t-il pas? Parce qu'il n'est pas libre. Ce serait donc vrai ce que vous avez dit? Il se trouve dans les caves de la villa des Glycines? J'ai tout lieu de le croire. Mais comment savez-vous? Quel indice? C'est mon secret. Ce que je puis vous annoncer, c'est que le coup de théâtre sera, comment dirais-je, sensationnel. Vous avez fini? Oui. Mon auto est derrière la Madeleine. Rejoignez-moi. À Garches, Cernine renvoya la voiture, et ils marchèrent jusqu'au sentier qui conduisait à l'école de Geneviève. Là, il s'arrêta. Écoutez-moi bien, les enfants. Voilà qui est de la plus haute importance. Vous allez sonner à la maison de retraite. Comme inspecteur, vous avez vos entrées, n'est-ce pas? Vous irez au pavillon Hortense, celui qui est inoccupé. Là, vous descendrez dans le sous-sol, et vous trouverez un vieux volet qu'il suffit de soulever pour dégager l'orifice d'un tunnel que j'ai découvert ces jours-ci, et qui établit une communication directe avec la villa des Glycines. C'est par là que Gertrude et que le baron Altenheim se retrouvaient. Et c'est par là que M. Lenormand a passé, pour, en fin de compte, tomber entre les mains de ses ennemis. Vous croyez, patron? Oui, je le crois. Et maintenant, voilà de quoi il s'agit. Vous allez vous assurer que le tunnel est exactement dans l'état où je l'ai laissé cette nuit, que les deux portes qui le barrent sont ouvertes, et qu'il y a toujours dans un trou, situé près de la deuxième porte, un paquet enveloppé de serge noir que j'y ai déposé moi-même. Faudra-t-il défaire le paquet? Inutile. Ce sont des vêtements de rechange. Allez, et qu'on ne vous remarque pas trop, je vous attends. 10 minutes plus tard, ils étaient de retour. Les deux portes sont ouvertes, fit Doudeville. Le paquet de serge noir, à sa place, près de la deuxième porte. Parfait. Il est 1h25. Weber va débarquer avec ses champions. On surveille la villa. On la cerne dès qu'Altenheim y est entré. Moi, d'accord avec Weber, je sonne, on m'ouvre, me voici dans la place. Là, j'ai mon plan. Allons, j'ai l'idée qu'on ne s'embêtera pas. Et Cernine, les ayant congédiés, s'éloigna par le sentier de l'école tout en monologuant. Tout est pour le mieux. La bataille va se livrer sur le terrain choisi par moi, je la gagne fatalement, et je me débarrasse de mes deux adversaires et je me trouve seul engagé dans l'affaire Kisselbach. Seul, avec deux beaux atouts, Pierre le Duc et Steinweg. En plus, le roi, c'est-à-dire Bibi. Seulement, il y a un cheveu. Qu'est-ce que peut bien faire Altenheim? Évidemment, il a lui aussi son plan d'attaque. Par où m'attaque-t-il? Et comment admettre qu'il ne m'ait pas encore attaqué? C'est inquiétant. M'aurait-il dénoncé à la police? Il longea le petit préau de l'école, dont les élèves étaient alors en classe, et il heurta la porte d'entrée. Tiens, te voilà, dit madame Ernemont en ouvrant. Tu as donc laissé Geneviève à Paris? Pour cela, il eût fallu que Geneviève fût à Paris, répondit-il. Mais elle y a été puisque tu l'as fait venir. Qu'est-ce que tu dis? S'exclama-t-il en lui empoignant le bras. Comment? Mais tu le sais mieux que moi. Je ne sais rien, parle. N'as-tu pas écrit à Geneviève de te rejoindre à la gare Saint-Lazare? Et elle est partie? Mais oui, vous deviez déjeuner ensemble à l'hôtel Ritz. La lettre, fais voir la lettre. Elle monta la chercher et la lui donna. Mais malheureuse, tu n'as donc pas vu que c'était un faux? L'écriture est bien imitée, mais c'est un faux. Cela saute aux yeux. Il se colla les poings contre les tempes avec rage. Le voilà, le coup que je demandais. Ah, le misérable! C'est par elle qu'il m'attaque. Mais comment sait-il? Eh, non, il ne sait pas. Voilà 2 fois qu'il tente l'aventure, et c'est pour Geneviève, parce qu'il s'est pris de béguin pour elle. Oh, cela, non, jamais. Écoute, Victoire, tu es sûr qu'elle ne l'aime pas? Ah ça, mais je perds la tête. Voyons, il faut que je réfléchisse, ce n'est pas le moment. Il consulta sa montre. 1h35, j'ai le temps. Imbécile, le temps de quoi faire? Est-ce que je sais où elle est? Il allait et venait comme un fou,
et sa vieille nourrice semblait stupéfaite de le voir aussi agité, aussi peu maître de lui. Après tout, dit-elle, rien ne prouve qu'elle n'ait pas flairé le piège, au dernier instant. Où serait-elle? Je l'ignore, peut-être chez madame Kesselbach? C'est vrai, tu as raison, s'écria-t-il plein d'espoir soudain, et il partit en courant vers la maison de retraite. Sur la route, près de la porte, il rencontra les frères d'Oudeville qui entraient chez la concierge, dont la loge avait vue sur la route, ce qui leur permettait de surveiller les abords de Glycine. Sans s'arrêter, il alla droit au pavillon de l'impératrice, appela Suzanne et se fit conduire chez madame Kesselbach. Geneviève, dit-il. Geneviève? Oui, elle n'est pas venue. Non, voici même plusieurs jours. Mais elle doit venir, n'est-ce pas? Vous croyez? Mais j'en suis sûr. Voulez-vous qu'elle soit? Rappelez-vous. J'ai beau chercher, je vous assure que Geneviève et moi, nous ne devions pas nous voir. Et, subitement effrayé, mais vous n'êtes pas inquiet? Il n'est rien arrivé à Geneviève. Non, rien. Il était parti déjà. Une idée l'avait heurté. Si le baron Altenheim n'était pas à la villa de Glycine, si l'heure du rendez-vous avait été changée, il faut que je le voie, se disait-il, il le faut à tout prix. Et il courait, l'allure désordonnée, indifférent à tout. Mais, devant la loge, il recouvra instantanément son sang-froid. Il avait aperçu le sous-chef de la sûreté, qui parlait dans le jardin avec les frères d'Oudeville. S'il avait eu sa clairvoyance habituelle, il eût surpris le petit tressaillement qui agita M. Weber à son approche. Mais il ne vit rien. Monsieur Weber, n'est-ce pas? Dit-il. Oui, à qui j'ai l'honneur? Le prince Cernine. Ah, très bien. Monsieur le préfet de police m'a averti du service considérable que vous nous rendiez, monsieur. Ce service ne sera complet que quand j'aurai livré les bandits. Cela ne va pas tarder. Je crois que l'un de ces bandits vient d'entrer. Un homme assez fort, avec un monocle. En effet, c'est le baron Altenheim. Vos hommes sont là, monsieur Weber? Oui, cachés sur la route, à 200 mètres de distance. Eh bien, monsieur Weber, il me semble que vous pourriez les réunir et les amener devant cette loge. De là, nous irons jusqu'à la villa. Je sonnerai. Comme le baron Altenheim me connaît, je suppose que l'on m'ouvrira, et j'entrerai avec vous. Le plan est excellent, dit M. Weber. Je reviens tout de suite. Il sortit du jardin et s'en alla par la route, du côté opposé aux Glycines. Rapidement, Cernine empoigna l'un des frères d'Oudeville par le bras. Cours après lui, Jacques. Occupe-le temps que j'entre aux Glycines. Et puis, retarde l'assaut, le plus possible, invente des prétextes. Il me faut 10 minutes, qu'on entoure la villa, et qu'on n'y entre pas. Et toi, Jean, va te poster dans le pavillon Hortense, à l'issue du souterrain. Si le baron veut sortir par là, casse-lui la tête. Les Doudeville s'éloignèrent. Le prince se glissa dehors et courut jusqu'à une haute grille blindée de fer qui était l'entrée de Glycine. Sonnerait-il? Autour de lui, personne. D'un bond, il s'élança sur la grille, en posant son pied au rebord de la serrure et, s'accrochant au barreau, s'arc-boutant avec ses genoux, se hissant à la force des poignets, il parvint, au risque de retomber sur la pointe aiguë des barreaux, à franchir la grille et à sauter. Il y avait une cour pavée qu'il traversa rapidement, et il monta les marches d'un péristyle à colonnes, sur lequel donnaient des fenêtres qui, toutes, étaient recouvertes jusqu'aux impostes de volets pleins. Comme il réfléchissait au moyen de s'introduire dans la maison, la porte fut entrebâillée avec un bruit de fer qui lui rappela la porte de la villa du Pont, et Altenheim apparut. « Dites donc, prince, c'est comme cela que vous pénétrez dans les propriétés particulières? Je vais être contraint de recourir aux gendarmes, mon cher. » Cernine le saisit à la gorge et, le renversant contre une banquette. « Geneviève, où est Geneviève? Si tu ne me dis pas ce que tu as fait d'elle, misérable. » « Je te prie de remarquer, bégaya le baron, que tu me coupes la parole. » Cernine le lâcha. « Au fait, et vite, réponds, Geneviève. » « Il y a une chose, répliqua le baron, qui est beaucoup plus urgente, surtout quand il s'agit de gagas de notre espèce, c'est d'être chez soi. » Et, soigneusement, il repoussa la porte qu'il barricada de verrous. Puis, conduisant Cernine dans le salon voisin, un salon sans meubles, sans rideaux, il lui dit « Maintenant, je suis ton homme. Qu'y a-t-il pour ton service, prince? Geneviève? Elle se porte à merveille. Ah, tu avoues? Parbleu, je te dirais même que ton imprudence à cet égard m'a étonné. Comment n'as-tu pas pris quelques précautions? Il était inévitable. Assez! Où est-elle? Tu n'es pas poli. Où est-elle? Entre quatre murs. Libre. Libre? Oui, libre d'aller d'un mur à l'autre. Villa Dupont, sans doute. Dans la prison que tu as imaginée pour Steinweg. Ah, tu sais? Non, elle n'est pas là. Mais où, alors? Parle, sinon. Voyons, mon prince. Crois-tu que je serais assez bête pour te livrer le secret par lequel je te tiens? Tu aimes la petite. Tais-toi! S'écria Cernine hors de lui. Je te défends. Et après? C'est donc un déshonneur?
Je l'aime bien, moi, et j'ai bien risqué. Il n'acheva pas, intimidé par la colère effrayante de Cernine. Colère contenue, silencieuse, qui lui bouleversait les traits. Ils se regardèrent longtemps, chacun d'eux cherchant le point faible de l'adversaire. À la fin, Cernine s'avança, et d'une voix nette, en homme qui menace plutôt qu'il ne propose un pacte. Écoute-moi, tu te rappelles l'offre d'association que tu m'as faite? L'affaire Kesselbach pour nous deux, on marcherait ensemble, on partagerait les bénéfices. J'ai refusé, j'accepte aujourd'hui. Trop tard. Attends, j'accepte mieux que cela, j'abandonne l'affaire. Je ne me mêle plus de rien, tu auras tout, au besoin, je t'aiderai. La condition? Dis-moi où se trouve Geneviève. L'autre haussa les épaules. Tu radotes, Lupin, ça me fait de la peine à ton âge. Une nouvelle pause entre les deux ennemis. Terrible. Le baron ricana. C'est tout de même une sacrée jouissance de te voir ainsi pleurnicher et demandant l'aumône. Dis donc, j'ai l'idée que le simple soldat est en train de flanquer une pile à son général. Imbécile, murmura Cernine. Prince, je t'enverrai mes témoins ce soir, si tu es encore de ce monde. Imbécile, répéta Cernine, avec un mépris infini. Tu aimes mieux en finir tout de suite à ta guise, mon prince. Ta dernière heure est venue. Tu peux recommander ton âme à Dieu. Tu souris? C'est un tort. J'ai sur toi un avantage immense. Je tue. Au besoin. Imbécile, redit encore une fois Cernine. Il tira sa montre. 2 heures, baron. Tu n'as plus que quelques minutes. À 2h05, 2h10 au plus tard, M. Weber et une demi-douzaine d'hommes solides, sans scrupules, forceront l'entrée de ton repère et te mettront la main au collet. Ne souris pas, toi non plus. L'issue sur laquelle tu comptes est découverte, je la connais, elle est gardée. Tu es donc bel et bien pris. C'est l'échafaud, mon vieux. Altenheim était livide. Il balbutia. Tu as fait ça? Tu as eu l'infamie? La maison est cernée. L'assaut est imminent. Parle, et je te sauve. Comment? Les hommes qui gardent l'issue du pavillon sont à moi. Je te donne un mot pour eux et tu es sauvé. Parle. Altenheim réfléchit quelques secondes, parut hésiter, mais soudain résolu déclara. C'est de la blague. Tu n'auras pas été assez naïf pour te jeter toi-même dans la gueule du loup. Tu oublies Geneviève. Sans elle, crois-tu que je serais là? Parle. Non. Soit, attendons, dit Cernine. Une cigarette? Volontiers. Section 2. Tu entends? Dit Cernine après quelques secondes. Oui, oui, fit Altenheim en se levant. Des coups retentissaient à la grille. Cernine prononça. Même pas les sommations d'usage, aucun préliminaire. Tu es toujours décidé? Plus que jamais. Tu sais que, avec les instruments qu'ils ont, il n'y en a pas pour longtemps. Il serait dans cette pièce que je te refuserais. La grille céda. On entendit le grincement des gonds. Se laisser pincer, reprit Cernine. Je l'admets, mais qu'on tente soi-même les mains aux menottes, c'est trop idiot. Voyons, ne t'entête pas, parle et file. Et toi? Moi, je reste, qu'ai-je à craindre? Regarde. Le baron lui désignait une fente à travers les volets. Cernine y appliqua son œil et recula avec un sursaut. Ah, bandit, toi aussi tu m'as dénoncé. Ce n'est pas 10 hommes, c'est 50, 100, 200 hommes que Weber amène. Le baron riait franchement. Et s'il y en a tant, c'est qu'il s'agit de Lupin, évidemment. Une demi-douzaine suffisait pour moi. Tu as prévenu la police? Oui. Quelle preuve as-tu donné? Ton nom. Paul Cernine, c'est-à-dire Arsène Lupin. Et tu as découvert ça tout seul, toi? Ce à quoi personne n'a jamais pensé. Allons donc, c'est l'autre, avoue-le. Il regardait par la fente. Des nuées d'agents se répandaient autour de la villa, et ce fut à la porte maintenant que des coups résonnèrent. Il fallait cependant songer ou bien à la retraite, ou bien à l'exécution du projet qu'il avait imaginé. Mais s'éloigner ne fût-ce qu'un instant, c'était laisser Altenheim, et qui pouvait assurer que le baron n'avait pas à sa disposition une autre issue pour s'enfuir. Cette idée bouleversa Cernine. Le baron libre, le baron maître de retourner auprès de Geneviève et de la torturer, et de la servir à son odieux amour. Entravé dans ses desseins, contraint d'improviser un nouveau plan à la seconde même, et en subordonnant tout au danger que courait Geneviève. Cernine passa là un moment de la décision atroce. Les yeux fixés aux yeux du baron, il eût voulu lui arracher son secret et partir, et il n'essayait même plus de le convaincre, tellement toute parole lui semblait inutile. Et tout en poursuivant ses réflexions, il se demandait ce qui pouvait être celle du baron, quelles étaient ses armes, son espoir de salut. La porte du vestibule, quoique fortement verrouillée, quoique blindée de fer, commençait à s'ébranler. Les deux hommes étaient devant cette porte, immobiles. Le bruit des voix, le sens des mots leur parvenait. Tu parais bien sûr de toi, dit Cernine.
Parbleu, s'écria l'autre en lui donnant un croc-en-jambe qui le fit tomber, et en prenant la fuite. Cernine se releva aussitôt, franchit sous le grand escalier une petite porte par où Altenheim avait disparu, et, dégringolant les marches de pierre, descendit au sous-sol. Un couloir, une salle vaste et basse, presque obscure. Le baron était à genoux, soulevant le battant d'une trappe. « Idiot !» s'écria Cernine en se jetant sur lui. « Tu sais bien que nous trouverons mes hommes au bout de ce tunnel, et ils ont l'ordre de te tuer comme un chien, à moins que tu n'aies une issue qui s'amorce sur celle-là. Et voilà, pardieu, j'ai deviné, et tu t'imagines ?» La lutte était acharnée. Altenheim, véritable colosse, doué d'une musculature exceptionnelle, avait ceinturé son adversaire, lui paralysant les bras et cherchant à l'étouffer. « Évidemment, évidemment, articulait celui-ci avec peine, évidemment, c'est bien combiné. Tant que je ne pourrai pas me servir de mes mains pour te casser quelque chose, tu auras l'avantage. Mais seulement, pourras-tu » Il eut un frisson. La trappe qui s'était refermée, et sur le bâton de laquelle ils pesaient de tout leur poids, la trappe paraissait bouger sous eux. Ils sentaient les efforts que l'on faisait pour la soulever. Et le baron devait le sentir aussi, car il essayait désespérément de déplacer le terrain du combat pour que la trappe pût s'ouvrir. « C'est l'autre !» pensa Cernine avec la sorte d'épouvante irrisonnée que lui causait cet être mystérieux. « C'est l'autre. S'il passe, je suis perdu. » Par des gestes insensibles, Altenheim avait réussi à se déplacer, et il tâchait d'entraîner son adversaire. Mais celui-ci s'accrochait par les jambes aux jambes du baron, en même temps que, peu à peu, il s'ingéniait à dégager une de ses mains. Au-dessus d'eux, de grands coups, comme des coups de bélier. « J'ai 5 minutes, pensa Cernine. Dans 1 minute, il faut que ce gaillard-là... » Et tout haut. « Attention, mon petit, tiens-toi bien !» Il rapprocha ses genoux l'un de l'autre avec une énergie incroyable. Le baron hurla, l'une de ses cuisses tordues. Alors, Cernine, mettant à profit la souffrance de son adversaire, fit un effort, dégagea sa main droite et le prit à la gorge. « Parfait ! Comme cela, nous sommes bien mieux à notre aise. Non, pas la peine de chercher ton couteau, sans quoi je t'étrangle comme un poulet. Tu vois, j'y mets des formes. Je ne serre pas trop. Juste assez pour que tu n'aies même pas envie de gigoter. » Tout en parlant, il sortait de sa poche une cordelette très fine et, d'une seule main, avec une habileté extrême, il lui attachait les poignets. À bout de souffle d'ailleurs, le baron n'opposait plus aucune résistance. En quelques gestes précis, Cernine le ficela solidement. « Comme tu es sage à la bonne heure, je ne te reconnais plus. Tiens, au cas où tu voudrais t'échapper, voilà un rouleau de fil de fer qui va compléter mon petit travail. Les poignets d'abord, les chevilles maintenant. Ça y est. Dieu, que tu es gentil. » Le baron s'était remis peu à peu. Il bégaya. « Si tu me livres, Geneviève mourra. »« Vraiment ? Et comment ? Explique-toi. » »« Elle est enfermée. Personne ne connaît sa retraite. Moi, supprimée, elle mourra de faim, comme Steinweg. » Cernine frissonna. Il reprit. « Oui, mais tu parleras. Jamais. Si, tu parleras. Pas maintenant, c'est trop tard, mais cette nuit. » Il se pencha sur lui et, tout bas à l'oreille, il prononça. « Écoute, Altenheim, et comprends-moi bien. Tout à l'heure, tu vas être pincé. Ce soir, tu coucheras au dépôt. Cela est fatal, irrévocable. Moi-même, je ne puis plus rien y changer. Et demain, on t'emmènera à la santé. Et plus tard, tu sais où ? Eh bien, je te donne encore une chance de salut. Cette nuit, tu entends, cette nuit, je pénétrerai dans ta cellule, au dépôt, et tu me diras où est Geneviève. 2 heures après, si tu n'as pas menti, tu seras libre. Sinon, c'est que tu ne tiens pas beaucoup à ta tête. » L'autre ne répondit pas. Cernine se releva et écouta. Là-haut, un grand fracas. La porte d'entrée cédait. Des pas martelèrent les dalles du vestibule et le plancher du salon. M. Weber et ses hommes cherchaient. « Adieu, baron. Réfléchis jusqu'à ce soir, la cellule est bonne conseillère. » Il poussa son prisonnier, de façon à dégager la trappe, et y souleva celle-ci. Comme il s'y attendait, il n'y avait plus personne en dessous, sur les marches de l'escalier. Il descendit, en ayant soin de laisser la trappe ouverte derrière lui, comme s'il avait eu l'intention de revenir. Il y avait 20 marches, puis, en bas, c'était le commencement du couloir que M. Lenormand et Gourel avaient parcouru en sens inverse. Il s'y engagea et poussa un cri. Il lui avait semblé deviner la présence de quelqu'un. Il alluma sa lanterne de poche. Le couloir était vide. Alors, il arma son revolver et dit à haute voix. « Tant pis pour toi, je fais feu !» Aucune réponse, aucun bruit. « C'est une illusion sans doute, pensa-t-il. Cet être-là m'obsède. Allons, si je veux réussir et gagner la porte, il faut me hâter. Le trou dans lequel j'ai mis le paquet de vêtements n'est pas loin. Je prends le paquet et le tour est joué. Et quel tour! Un des meilleurs de Lupin. » Il rencontra une porte qui était ouverte et tout de suite s'arrêta. À droite, il y avait une excavation.
celle que M. Lenormand avait pratiquée pour échapper à l'eau qui montait. Il se baissa et projeta sa lumière dans l'ouverture. « Oh » fit-il en tressaillant. « Non, ce n'est pas possible. C'est Doudeville qui aura poussé le paquet plus loin. » Mais il eut beau chercher, scruter les ténèbres, le paquet n'était plus là. Et il ne douta pas que ce fût encore l'être mystérieux qui l'eût dérobé. Dommage. La chose était si bien arrangée. L'aventure reprenait son cours naturel, et j'arrivais au bout plus sûrement. Maintenant, il s'agit de me trotter au plus vite. Doudeville est au pavillon. Ma retraite est assurée. Plus de blagues, il faut se dépêcher, et remettre la chose sur pied si possible. Et après, on s'occupera de lui. Ah, qu'il se garde mes griffes, celui-là. Mais une exclamation de stupeur lui échappa. Il arrivait à l'autre porte, et cette porte, la dernière avant le pavillon, était fermée. Il se rebat contre elle. À quoi bon? Que pouvait-il faire? Cette fois-ci, murmura-t-il, je suis bien fichu. Et pris d'une sorte de lassitude, il s'assit. Il avait l'impression de sa faiblesse en face de l'être mystérieux. Altenheim ne comptait guère. Mais l'autre, ce personnage de ténèbres et de silence, l'autre le dominait, bouleversait toutes ses combinaisons et l'épuisait par ses attaques sournoises et infernales. Il était vaincu. Weber le trouverait là, comme une bête acculée, au fond de sa caverne. Section 3. Ah non, non, fit-il en se redressant d'un coup. S'il n'y avait que moi peut-être, mais il y a Geneviève, Geneviève qu'il faut sauver cette nuit. Après tout, rien n'est perdu. Si l'autre s'est éclipsé tout à l'heure, c'est qu'il existe une seconde issue dans les parages. Allons, allons, Weber et sa bande ne me tiennent pas encore. Déjà, il explorait le tunnel et sa lanterne en main, étudiait les briques dont les parois étaient formées, quand un cri parvint jusqu'à lui, un cri horrible, abominable, qui le fit frémir d'angoisse. Cela provenait du côté de la trappe, et il se rappela soudain qu'il avait laissé cette trappe ouverte, alors qu'il avait l'intention de remonter dans la villa de Glycine. Il se hâta de retourner, franchit la première porte. En route, sa lanterne étant éteinte, il sentit quelque chose, quelqu'un plutôt, qui frôlait ses genoux, quelqu'un qui rampait le long du mur, et aussitôt, il eut l'impression que cet être disparaissait, s'évanouissait, il ne savait pas où. À cet instant, il heurta une marche. C'est là l'issue, pensa-t-il, la seconde issue par où il passe. En haut, le cri retentit de nouveau, moins fort, suivi de gémissements, de râles. Il monta l'escalier en courant, surgit dans la salle basse et se précipita sur le baron. Altenheim agonisait, la gorge en sang. Ses liens étaient coupés, mais les fils de fer qui attachaient ses poignets et ses chevilles étaient intacts. Ne pouvant le délivrer, son complice l'avait égorgé. Cernine contemplait ce spectacle avec effroi. Une sueur le glaçait. Il songeait à Geneviève emprisonnée, sans secours, puisque le baron, seul, connaissait sa retraite. Distinctement, il entendit que les agents ouvraient la petite porte dérobée du vestibule. Distinctement, il les entendit qui descendaient l'escalier de service. Ils n'étaient plus séparés d'eux que par une porte, celle de la salle basse où il se trouvait. Il la verrouilla au moment même où les agresseurs empoignaient le loquet. La trappe était ouverte à côté de lui. C'était le salut possible, puisqu'il y avait encore la seconde issue. Non, se dit-il, Geneviève d'abord. Après, si j'ai le temps, je songerai à moi. Et s'agenouillant, il posa la main sur la poitrine du baron. Le cœur palpitait encore. Il s'inclina davantage. Tu m'entends, n'est-ce pas? Les paupières battirent faiblement. Il y avait un souffle de vie dans le moribond. De ce semblant d'existence, pouvait-on tirer quelque chose? La porte, dernier rempart, fut attaquée par les agents. Cernine murmura. Je te sauverai. J'ai des remèdes infaillibles. Un mot, seulement. Geneviève. On eût dit que cette parole d'espoir suscitait de la force. Altenheim essaya d'articuler. Réponds, exigeait Cernine. Réponds et je te sauve. C'est la vie aujourd'hui, la liberté demain. Réponds. La porte tremblait sous les coups. Le baron ébaucha des syllabes inintelligibles. Penché sur lui, effaré, toute son énergie, toute sa volonté tendue, Cernine haletait d'angoisse. Les agents, sa capture inévitable, la prison, il n'y songeait même pas, mais Geneviève, Geneviève mourant de faim, et qu'un mot de ce misérable pouvait délivrer. Réponds, il le faut. Il ordonnait, il suppliait. Altenheim bégaya comme hypnotisé, vaincu par cette autorité indomptable. Rivoli. Rue de Rivoli, n'est-ce pas? Tu l'as enfermé dans une maison de cette rue. Quel numéro? Un vacarme, des hurlements de triomphe. La porte s'était abattue. Sautez dessus! Cria M. Weber. Qu'on l'empoigne! Qu'on les empoigne tous les deux! Et Cernine à genoux. Le numéro, réponds! Si tu l'aimes, réponds! Pourquoi te taire maintenant? 27! Souffla le baron. Des mains touchaient Cernine. 10 revolvers le menaçaient.
Il fit face aux agents, qui reculèrent avec une peur instinctive. « Si tu bouges, Lupin !» cria M. Weber, l'arme braquée, « je te brûle !»« Ne tire pas !» dit Cernine gravement. « C'est inutile, je me rends. »« Des blagues, c'est encore un truc de ta façon. »« Non, reprit Cernine, la bataille est perdue. Tu n'as pas le droit de tirer, je ne me défends pas. » Il sortit 2 revolvers qu'il jeta sur le sol. « Des blagues !» reprit M. Weber, implacable. « Droit au cœur, les enfants. Au moindre geste, feu. Au moindre mot, feu. » 10 hommes étaient là. Il en posta 15. Il dirigea les 15 bras vers la cible. Et, rageur, tremblant de joie et de crainte, il grinçait. « Au cœur, à la tête, et pas de pitié. S'il remue, s'il parle, à bout portant, feu !» Les mains dans ses poches, impassible, Cernine souriait. À 2 pouces de ses tempes, la mort le guettait. Des doigts se crispaient aux gâchettes. « Ah !» ricana M. Weber. « Ça fait plaisir de voir ça. Et j'imagine que cette fois nous avons mis dans le mille, et d'une sale façon pour toi, monsieur Lupin. » Il fit écarter les volets d'un vaste soupirail, par où la clarté du jour pénétra brusquement, et il se retourna vers Altenheim. Mais, à sa grande stupéfaction, le baron qu'il croyait mort ouvrit des yeux ternes, effroyables, déjà remplis de néant. Il regarda M. Weber, puis il sembla chercher, et apercevant Cernine, il eut une convulsion de colère. On eût dit qu'il se réveillait de sa torpeur, et que sa haine, soudain ranimée, lui rendait une partie de ses forces. Il s'appuya sur ses 2 poignets et tenta de parler. « Vous le reconnaissez, hein ?» dit M. Weber. « Oui. C'est Lupin, n'est-ce pas ? Oui, Lupin. » Cernine, toujours souriant, écoutait. « Dieu, que je m'amuse !» déclara-t-il. « Vous avez d'autres choses à dire ?» demanda M. Weber, qui voyait les lèvres du baron s'agiter désespérément. « Oui. À propos de M. Lenormand, peut-être ? Oui. Vous l'avez enfermé ? Où cela ? Répondez. » De tout son être soulevé, de tout son regard tendu, Altenheim désigna un placard, au coin de la salle. « Là, là, dit-il. »« Ah ah, nous brûlons, ricana Lupin. » M. Weber ouvrit. Sur l'une des planches, il y avait un paquet, enveloppé de serge noire. Il le déplia et trouva un chapeau, une petite boîte, des vêtements. Il tressaillit. Il avait reconnu la redingote olive de M. Lenormand. « Ah, les misérables !» s'écria-t-il. « Ils l'ont assassiné !»« Non !» fit Altenheim d'un signe. « Alors, c'est lui, lui !»« Comment lui ? C'est Lupin qui a tué le chef ?»« Non !» Avec une obstination farouche, Altenheim se raccrochait à l'existence, avide de parler et d'accuser. Le secret qu'il voulait dévoiler était au bout de ses lèvres. Et il ne pouvait pas, il ne savait plus le traduire en mots. « Voyons, » insista le sous-chef. « Monsieur Lenormand est bien mort, pourtant. »« Non. Il vit. »« Non. Je ne comprends pas. Voyons, ces vêtements, cette redingote. » Altenheim tourna les yeux du côté de Cernine. Une idée frappa M. Weber. « Ah, je comprends. Lupin avait dérobé les vêtements de M. Lenormand et il comptait s'en servir pour échapper. Oui, oui. »« Pas mal, » s'écria le sous-chef. « C'est bien un coup de sa façon. Dans cette pièce, on aurait trouvé Lupin, déguisé en M. Lenormand, enchaîné sans doute. C'était le salut pour lui. Seulement, il n'a pas eu le temps. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Oui, oui. » Au regard du mourant, M. Weber sentit qu'il y avait autre chose, et que ce n'était pas encore tout à fait cela, le secret. Qu'était-ce alors ? Qu'était-ce l'étrange et indéchiffrable énigme que le mourant voulait révéler avant de mourir ? Il interrogea. « Et M. Lenormand, où est-il ? Là !»« Comment, là ? Oui, mais il n'y a que nous dans cette pièce. Il y a... Mais parlez donc, il y a... Cernine !»« Cernine ? Hein ? Quoi ? Cernine ? Lenormand !» M. Weber bondit. Une lueur subite le heurtait. « Non, non, ce n'est pas possible, murmura-t-il. C'est de la folie. » Il épia son prisonnier. Cernine semblait s'amuser beaucoup et assister à la scène en amateur qui se divertit et qui voudrait bien connaître le dénouement. Épuisé, Altenheim était retombé tout de son long. Allait-il mourir avant d'avoir donné le mot de l'énigme que posaient ces obscures paroles ? M. Weber, secoué par une hypothèse absurde, invraisemblable, dont il ne voulait pas et qui s'acharnait après lui, M. Weber se précipita de nouveau. « Expliquez-vous, qu'y a-t-il là-dessous ? Quel mystère ?» L'autre ne semblait pas entendre, inerte, les yeux fixes. M. Weber se coucha contre lui et scanda nettement, de façon que chaque syllabe pénétra au fond même de cette âme, noyée d'ombre déjà. « Écoute, j'ai bien compris, n'est-ce pas ? Lupin et M. Lenormand ?» Il lui fallut un effort pour continuer, tellement la phrase lui paraissait monstrueuse. Pourtant, les yeux ternes du baron semblaient le contempler avec angoisse. Il acheva, palpitant d'émotion, comme s'il eût prononcé un blasphème. « C'est cela, n'est-ce pas ? Tu en es sûr ?
Tous les deux, ça ne fait qu'un. Les yeux ne bougeaient pas. Un filet de sang suintait au coin de la bouche. 2 ou 3 hoquets, une convulsion suprême, ce fut tout. Dans la salle basse, encombrée de monde, il y eut un long silence. Presque tous les agents qui gardaient Cernine s'étaient détournés et, stupéfaits, sans comprendre, ou se refusant à comprendre, ils écoutaient encore l'incroyable accusation que le bandit n'avait pu formuler. M. Weber prit la boîte trouvée dans le paquet de serge noir et l'ouvrit. Elle contenait une perruque grise, des lunettes à branches d'argent, un foulard marron et, dans un double fond, des pots de maquillage et un casier avec de menues boucles de poils gris. Bref, de quoi se faire la tête exacte de M. Lenormand. Il s'approcha de Cernine, et l'ayant contemplé quelques instants sans mot dire, pensif, reconstituant toutes les phases de l'aventure, il murmura. « Alors, c'est vrai ?» Cernine, qui ne s'était pas départi de son calme souriant, répliqua. « L'hypothèse ne manque ni d'élégance ni de hardiesse. Mais avant tout, dis à tes hommes de me ficher la paix avec leur joujou. »« Soit, accepta M. Weber en faisant un signe à ses hommes. Et maintenant, réponds. À quoi? Es-tu M. Lenormand? Oui. Des exclamations s'élevèrent. Jean Doudeville, qui était là, pendant que son frère surveillait l'issue secrète, Jean Doudeville, le complice même de Cernine, le regardait avec ahurissement. M. Weber, suffoqué, restait indécis. Ça t'épate, hein? Dit Cernine. J'avoue que c'est assez rigolo. Dieu que tu m'as fait rire quelquefois quand on travaillait ensemble, toi et moi, le chef et le sous-chef. Et le plus drôle, c'est que tu le croyais mort, ce brave monsieur Lenormand, ainsi que ce pauvre Gourel. Mais non, mon vieux, petit bonhomme vivait encore. Il montra le cadavre d'Altenheim. Tiens, c'est ce bandit-là qui m'a fichu à l'eau, dans un sac, un pavé autour de la taille. Seulement, il avait oublié de m'enlever mon couteau. Et avec un couteau, on crève les sacs et on coupe les cordes. Voilà ce que c'est, malheureux Altenheim. Si tu avais pensé à cela, tu n'en saurais pas où tu en es. Mais assez causé, paix à tes cendres. M. Weber écoutait, ne sachant que penser. À la fin, il eut un geste de désespoir, comme s'il renonçait à se faire une opinion raisonnable. Les menottes, dit-il soudain alarmé. C'est tout ce que tu trouves, dit Cernine. Tu manques d'imagination, enfin, si ça t'amuse, dit Cernine. Et avisant Doudeville au premier rang de ses agresseurs, il lui tendit les mains. Tiens, l'ami, à toi l'honneur, et pas la peine de t'éreinter, je joue franc jeu, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il disait cela d'un ton qui fit comprendre à Doudeville que la lutte était finie pour l'instant, et qu'il n'y avait qu'à se soumettre. Doudeville lui passa les menottes, sans remuer les lèvres, sans une contraction de visage, Cernine chuchota. 27. Rue de Rivoli, Geneviève. M. Weber ne put réprimer un mouvement de satisfaction à la vue d'un tel spectacle. En route, dit-il, à la sûreté. C'est cela, à la sûreté, s'écria Cernine. M. Lenormand va écrouer Arsène Lupin, lequel va écrouer le prince Cernine. Tu as trop d'esprit, Lupin. C'est vrai, Weber, nous ne pouvons pas nous entendre. Durant le trajet, dans l'automobile que 3 autres automobiles chargées d'agents escortaient, il ne souffla pas mot. On ne fit que passer à la sûreté. M. Weber, se rappelant les évasions organisées par Lupin, le fit monter aussitôt à l'anthropométrie, puis l'amena au dépôt, d'où il fut dirigé sur la prison de la Santé. Prévenu par téléphone, le directeur attendait. Les formalités de l'écrou et le passage dans la chambre de la fouille furent rapides. À 7 heures du soir, le prince Paul Cernine franchissait le seuil de la cellule 14, 2e division. Pas mal, votre appartement, pas mal du tout, déclara-t-il. La lumière électrique, le chauffage central, les water closets, bref, tout le confort moderne. C'est parfait, nous sommes d'accord. Monsieur le directeur, j'arrête cet appartement. Il se jeta sur le lit. Ah, monsieur le directeur, j'ai une petite prière à vous adresser. Laquelle? Qu'on ne m'apporte pas mon chocolat demain matin avant 10 heures. Je tombe de sommeil. Il se retourna vers le mur. 5 minutes après, il dormait profondément. Fin du chapitre 9. Chapitre 10 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Santé Palace. Section 1. Ce fut dans le monde entier une explosion de rire. Certes, la capture d'Arsène Lupin produisit une grosse sensation, et le public ne marchanda pas à la police les éloges qu'elle méritait pour cette revanche si longtemps espérée et si pleinement obtenue. Le grand aventurier était pris. L'extraordinaire, le génial, l'invisible héros se morfondait, comme les autres, entre les 4 murs d'une cellule, écrasé à son tour par cette puissance formidable qui s'appelle la justice, et qui, tôt ou tard, fatalement,
brise les obstacles qu'on lui oppose et détruit l'œuvre de ses adversaires. Tout cela fut dit, imprimé, répété, commenté, rabâché. Le préfet de police eut la croix de commandeur. M. Weber, la croix d'officier. On exalta l'adresse et le courage de leurs plus modestes collaborateurs. On applaudit, on chanta victoire, on fit des articles et des discours. Soit. Mais quelque chose cependant domina ce merveilleux concert d'éloges, cette allégresse bruyante. Ce fut un rire fou, énorme, spontané, inextinguible et tumultueux. Arsène Lupin, depuis 4 ans, était chef de la sûreté. Il l'était depuis 4 ans. Il l'était réellement, légalement, avec tous les droits que ce titre confère, avec l'estime de ses chefs, avec la faveur du gouvernement, avec l'admiration de tout le monde. Depuis 4 ans, le repos des habitants et la défense de la propriété étaient confiés à Arsène Lupin. Il veillait à l'accomplissement de la loi, il protégeait l'innocent et poursuivait le coupable. Et quel service il avait rendu! Jamais l'ordre n'avait été moins troublé. Jamais le crime découvert plus sûrement et plus rapidement. Qu'on se rappelle l'affaire de Nizou, le vol du Crédit Lyonnais, l'attaque du Rapide d'Orléans, l'assassinat du baron d'Orff. Autant de triomphes imprévus et foudroyants. Autant de ces magnifiques prouesses que l'on pouvait comparer aux plus célèbres victoires des plus illustres policiers. Jadis, dans un de ses discours, à l'occasion de l'incendie du Louvre et de la capture des coupables, le président du Conseil Valanglais, pour défendre la façon un peu arbitraire dont M. Lenormand avait agi, s'était écrié « Par sa clairvoyance, par son énergie, par ses qualités de décision et d'exécution, par ses procédés inattendus, par ses ressources inépuisables, M. Lenormand nous rappelle le seul homme qui eût pu, s'il vivait encore, lui tenir tête, c'est-à-dire Arsène Lupin. M. Lenormand, c'est un Arsène Lupin au service de la société. Et voilà que M. Lenormand n'était autre qu'Arsène Lupin. Qu'il fût prince russe, on s'en souciait peu. Lupin était coutumier de ces métamorphoses. Mais chef de la sûreté, quelle ironie charmante, quelle fantaisie dans la conduite de cette vie extraordinaire entre toutes. Monsieur Lenormand, Arsène Lupin. On s'expliquait aujourd'hui les tours de force, miraculeux en apparence, qui, récemment encore, avaient confondu la foule et déconcerté la police. On comprenait l'escamotage de son complice, en plein palais de justice, en plein jour, à la date fixée. Lui-même ne l'avait-il pas dit? Quand on sort à la simplicité des moyens que j'ai employés pour cette évasion, on sera stupéfait. C'est tout cela, dira-t-on. Oui, c'est tout cela, mais il fallait y penser. C'était en effet d'une simplicité enfantine. Il suffisait d'être chef de la sûreté. Or, Lupin était chef de la sûreté, et tous les agents, en obéissant à ses ordres, se faisaient les complices involontaires et inconscients de Lupin. La bonne comédie, le bluff admirable, la farce monumentale et réconfortante à notre époque de volerie. Bien que prisonnier, bien que vaincu irrémédiablement, Lupin, malgré tout, était le grand vainqueur. De sa cellule, il rayonnait sur Paris. Plus que jamais, il était l'idole, plus que jamais le maître. En s'éveillant le lendemain dans son appartement de Santé Palace, comme il le désigna aussitôt, Arsène Lupin eut la vision très nette du bruit formidable qu'allait produire son arrestation, sous le double nom de Cernine et de Lenormand, et sous le double titre de prince et de chef de la sûreté. Il se frotta les mains et formula. Rien n'est meilleur pour tenir compagnie à l'homme solitaire que l'approbation de ses contemporains. Ô gloire, soleil des vivants! À la clarté, sa cellule lui plut davantage encore. La fenêtre, placée haut, laissait apercevoir les branches d'un arbre au travers duquel on voyait le bleu du ciel. Les murs étaient blancs. Il n'y avait qu'une table et une chaise, attachées au sol, mais tout cela était propre et sympathique. Allons, dit-il, une petite cure de repos ici ne manquera pas de charme, mais procédons à notre toilette. Ai-je tout ce qu'il nous faut? Non. En ce cas, 2 coups pour la femme de chambre. Il appuya, près de la porte, sur un mécanisme qui déclencha dans le couloir un disque signal. Au bout d'un instant, des verrous et des barres de fer furent tirés à l'extérieur, la serrure fonctionna, et un gardien apparut. « De l'eau chaude, mon ami, dit Lupin. L'autre le regarda, à la fois ahuri et furieux. Ah, s'écria Lupin. Et une serviette éponge. Sapristi, il n'y a pas de serviette éponge. L'homme grommela. Petite fiche de moi, n'est-ce pas? Ça n'est pas à faire. Il se retirait lorsque Lupin lui saisit le bras violemment. 100 francs, si tu veux porter une lettre à la poste.
Il tira de sa poche un billet de 100 francs qu'il avait soustrait aux recherches et le tendit. « La lettre !» fit le gardien en prenant l'argent. « Voilà, le temps de l'écrire. » Il s'assit à la table, traça quelques mots au crayon sur une feuille qu'il glissa dans une enveloppe et inscrivit « Monsieur S.B. 42, poste restante, Paris. » Le gardien prit la lettre et s'en alla. « Voilà une missive, se dit Lupin, qui ira à son adresse aussi sûrement que si je la portais moi-même. D'ici 1 heure tout au plus, j'aurai la réponse. Juste le temps nécessaire pour me livrer à l'examen de ma situation. » Il s'installa sur sa chaise et, à demi-voix, il résuma. « Somme toute, j'ai à combattre actuellement 2 adversaires. 1. La société qui me tient et dont je me moque. 2. Un personnage inconnu qui ne me tient pas, mais dont je ne me moque nullement. C'est lui qui a prévenu la police que j'étais Cernine. C'est lui qui a deviné que j'étais Monsieur Lenormand. C'est lui qui a fermé la porte du souterrain. Et c'est lui qui m'a fait fourrer en prison. » Arsène Lupin réfléchit une seconde, puis continua. « Donc, en fin de compte, la lutte est entre lui et moi. Et pour soutenir cette lutte, c'est-à-dire pour découvrir et réaliser l'affaire Kesselbach, je suis moi emprisonné, tandis qu'il est lui libre, inconnu, inaccessible, qu'il dispose des 2 atouts que je croyais avoir, Pierre-le-Duc et le vieux Steinweg. Bref, qu'il touche au but, après m'en avoir éloigné définitivement. » Nouvelle pause méditative, puis nouveau monologue. « La situation n'est pas brillante. D'un côté tout, de l'autre rien. En face de moi, un homme de ma force, plus fort même, puisqu'il n'a pas les scrupules dont je m'embarrasse. Et pour l'attaquer, point d'arme. » Il répéta plusieurs fois ces derniers mots d'une voix machinale, puis il se tut et, prenant son front entre ses mains, il resta longtemps pensif. « Entrez, monsieur le directeur, » dit-il en voyant la porte s'ouvrir. « Vous m'attendiez donc ? Ne vous ai-je pas écrit, monsieur le directeur, pour vous prier de venir ? Or, je n'ai pas douté une seconde que le gardien vous portât ma lettre. J'en ai si peu douté que j'ai inscrit sur l'enveloppe vos initiales, S, B, et votre âge, 42. » Le directeur s'appelait en effet Stanislas Borelli, et il était âgé de 42 ans. C'était un homme de figure agréable, doux de caractère, et qui traitait les détenus avec autant d'indulgence que possible. Il dit à Lupin : « Vous ne vous êtes pas mépris sur la probité de mon subordonné. Voici votre argent. Il vous sera remis lors de votre libération. Maintenant, vous allez repasser dans la chambre de fouille. » Lupin suivit M. Borelli dans la petite pièce réservée à cet usage, se déshabilla, et tandis que l'on visitait ses vêtements avec une méfiance justifiée, subit lui-même un examen des plus méticuleux. Il fut ensuite réintégré dans sa cellule, et M. Borelli prononça : « Je suis plus tranquille, voilà qui est fait. Et bien fait, monsieur le directeur, vos gens apportent à ces fonctions une délicatesse dont je tiens à les remercier par ce témoignage de ma satisfaction. » Il donna un billet de 100 francs à M. Borelli, qui fit un haut-le-corps. « Ah, ça, mais, d'où vient ?» Inutile de vous creuser la tête, monsieur le directeur. Un homme comme moi, menant la vie qu'il mène, est toujours prêt à toutes les éventualités, et aucune mésaventure, si pénible qu'elle soit, ne le prend au dépourvu, pas même l'emprisonnement. Il saisit entre le pouce et l'index de sa main droite, le médius de sa main gauche, l'arracha d'un coup sec, et le présenta tranquillement à M. Borelli. « Ne sautez pas ainsi, monsieur le directeur. Ceci n'est pas mon doigt, mais un simple tube en baudruche, artistiquement colorié, et qui s'applique exactement sur mon médius, de façon à donner l'illusion du doigt réel. » Et il ajouta en riant, « et de façon bien entendu à dissimuler un 3e billet de 100 francs. Que voulez-vous ? On a le porte-monnaie que l'on peut, et il faut bien mettre à profit. » Il s'arrêta devant la mine effarée de M. Borelli. « Je vous en prie, monsieur le directeur, ne croyez pas que je veuille vous éblouir avec mon petit talent de société. Je voudrais seulement vous montrer que vous avez affaire à un client de nature un peu spéciale, et vous dire qu'il ne faudra pas vous étonner si je me rends coupable de certaines infractions aux règles ordinaires de votre établissement. » Le directeur s'était repris. Il déclara nettement : « Je veux croire que vous vous conformerez à ces règles, et que vous ne m'obligerez pas à des mesures de rigueur, qui vous peineraient, n'est-ce pas, monsieur le directeur ? C'est précisément cela que je voudrais vous épargner, en vous prouvant d'avance qu'elle ne m'empêcherait pas d'agir à ma guise, de correspondre avec mes amis, de défendre à l'extérieur les graves intérêts qui me sont confiés, d'écrire aux journaux soumis à mon inspiration, de poursuivre l'accomplissement de mes projets et, en fin de compte, de préparer mon évasion. » « Votre évasion ?» Lupin se mit à rire de bon cœur. « Réfléchissez, monsieur le directeur. Ma seule excuse d'être en prison est d'en sortir. » L'argument ne parut pas suffisant à M. Borelli.
Il s'efforça de rire à son tour. Un homme averti en vaut deux. C'est ce que j'ai voulu. Prenez toutes les précautions, monsieur le directeur, ne négligez rien, pour que plus tard on n'ait rien à vous reprocher. D'autre part, je m'arrangerai de telle manière que, quels que soient les ennuis que vous aurez à supporter du fait de cette évasion, votre carrière du moins n'en souffre pas. Voilà ce que j'avais à vous dire, monsieur le directeur. Vous pouvez vous retirer. Et tandis que M. Borelli s'en allait, profondément troublé par ce singulier pensionnaire, et fort inquiet sur les événements qui se préparaient, le détenu se jetait sur son lit en murmurant. « Eh bien, mon vieux Lupin, tu en as du culot. On dirait en vérité que tu sais déjà comment tu sortiras d'ici. » Section 2. La prison de la Santé est bâtie d'après le système du rayonnement. Au centre de la partie principale, il y a un rond-point d'où convergent tous les couloirs, de telle façon qu'un détenu ne peut sortir de sa cellule sans être aperçu aussitôt par les surveillants postés dans la cabine vitrée qui occupe le milieu de ce rond-point. Ce qui étonne les visiteurs qui parcourent la prison, c'est de rencontrer à chaque instant des détenus sans escorte, et qui semblent circuler comme s'ils étaient libres. En réalité, pour aller d'un point à un autre, de leur cellule par exemple, à la voiture pénitentiaire qui les attend dans la cour pour les mener au palais de justice, c'est-à-dire à l'instruction, ils franchissent des lignes droites, dont chacune est terminée par une porte que leur ouvre un gardien, lequel gardien est chargé uniquement d'ouvrir cette porte et de surveiller les 2 lignes droites qu'elle commande. Et ainsi, les prisonniers, libres en apparence, sont envoyés de porte en porte, de regard en regard, comme des colis qu'on se passe de main en main. Dehors, les gardes municipaux reçoivent l'objet et l'insèrent dans un des rayons du panier à salade. Tel est l'usage. Avec Lupin, il n'en fut tenu aucun compte. On se méfia de cette promenade à travers les couloirs. On se méfia de la voiture cellulaire. On se méfia de tout. M. Weber vint en personne, accompagné de 12 agents, ses meilleurs, des hommes de choix, armés jusqu'aux dents, cueillit le redoutable prisonnier au seuil de sa chambre et le conduisit dans un fiacre dont le cocher était un de ses hommes. À droite et à gauche, devant et derrière, trottaient des municipaux. « Bravo !» s'écria Lupin. « On a pour moi des égards qui me touchent. Une garde d'honneur. Peste, Weber, tu as le sens de la hiérarchie, toi. Tu n'oublies pas ce que tu dois à ton chef immédiat. » Et, lui frappant l'épaule, « Weber, j'ai l'intention de donner ma démission. Je te désignerai comme mon successeur. »« C'est presque fait, » dit Weber. « Quelle bonne nouvelle! J'avais des inquiétudes sur mon évasion. Je suis tranquille maintenant. Dès l'instant où Weber sera chef des services de la sûreté, M. Weber ne releva pas l'attaque. Au fond, il éprouvait un sentiment bizarre et complexe en face de son adversaire. Sentiment fait de la crainte que lui inspirait Lupin, de la déférence qu'il avait pour le prince Cernine, et de l'admiration respectueuse qu'il avait toujours témoignée à M. Lenormand. Tout cela mêlé de rancune, d'envie et de haine satisfaite. On arrivait au palais de justice. Au bas de la souricière, des agents de la sûreté attendaient, parmi lesquels M. Weber se réjouit de voir ses 2 meilleurs lieutenants, les frères d'Oudeville. « Monsieur Formerie est là ?» leur dit-il. « Oui, chef. Monsieur le juge d'instruction est dans son cabinet. » M. Weber monta l'escalier, suivi de Lupin que les Doudeville encadraient. « Geneviève ?» murmura le prisonnier. « Sauvée. »« Où est-elle ? » ?»« Chez sa grand-mère. »« Madame Kesselbach ? » ?»« À Paris, hôtel Bristol. »« Suzanne ? » ?»« Disparue. »« Steinweg ? » ?»« Nous ne savons rien. »« La villa Dupont est gardée ? » ?»« Oui. »« La presse de ce matin est bonne ? » ?»« Excellente. Bien. Pour m'écrire, voilà mes instructions. » Il parvenait au couloir intérieur du premier étage. Lupin glissa dans la main d'un des frères une petite boulette de papier. M. Formerie eut une phrase délicieuse lorsque Lupin entra dans son cabinet en compagnie du sous-chef. « Ah, vous voilà. Je ne doutais pas que, un jour ou l'autre, nous ne mettrions la main sur vous. »« Je n'en doutais pas non plus, monsieur le juge d'instruction, dit Lupin. Et je me réjouis que ce soit vous que le destin ait désigné pour rendre justice à l'honnête homme que je suis. »« Il se fiche de moi, pensa M. Formerie. Et sur le même ton ironique et sérieux, il riposta. « L'honnête homme que vous êtes, monsieur, doit s'expliquer pour l'instant sur 344 affaires de vol, cambriolage, escroquerie, faux, chantage, recel, etc. 344. Comment ? Pas plus ? S'écria Lupin. Je suis vraiment honteux. L'honnête homme que vous êtes doit s'expliquer aujourd'hui sur l'assassinat du sieur Altenheim. Tiens, c'est nouveau cela. L'idée est de vous, monsieur le juge d'instruction ? Précisément. Très fort. En vérité, vous faites des progrès, monsieur Formerie. La position dans laquelle on vous a surpris ne laisse aucun doute. Aucun. Seulement,
Je me permettrai de vous demander ceci. De quelle blessure est mort Altenheim? Une blessure à la gorge, faite par un couteau. Et où est ce couteau? On ne l'a pas retrouvé. Comment ne l'aurait-on pas retrouvé si c'était moi l'assassin, puisque j'ai été surpris à côté même de l'homme que j'aurais tué? Et selon vous, l'assassin n'est autre que celui qui a égorgé M. Kesselbach, Chapman, etc. La nature de la plaie est une preuve suffisante. Par où se serait-il échappé? Par une trappe que vous découvrirez dans la salle même où le drame a eu lieu. M. Formery eut un air fin. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas suivi cet exemple salutaire? J'ai tenté de le suivre, mais l'issue était barrée par une porte que je n'ai pu ouvrir. C'est pendant cette tentative que l'autre est revenu dans la salle et qu'il a tué son complice, par peur des révélations que celui-ci n'aurait pas manqué de faire. En même temps, il dissimulait au fond du placard où on l'a trouvé le paquet de vêtements que j'avais préparé. Pourquoi ces vêtements? Pour me déguiser. En venant au Lessines, mon dessein était celui-ci. Livrer Altenheim à la justice, me supprimer comme prince Cernine, et réapparaître sous les traits de Monsieur Lenormand peut-être. Justement. Non. Quoi? Monsieur Formery souriait d'un air narquois, et remuait son index de droite à gauche et de gauche à droite. Non, répéta-t-il. Quoi, non? L'histoire de Monsieur Lenormand, c'est bon pour le public, ça, mon ami. Mais vous ne ferez pas gober à Monsieur Formery que Lupin et Lenormand ne faisaient qu'un. Il éclata de rire. Lupin, chef de la sûreté, non, tout ce que vous voudrez, mais pas ça, il y a des bornes. Je suis un bon garçon, mais tout de même. Voyons, entre nous, pour quelle raison cette nouvelle bourde? J'avoue que je ne vois pas bien. Lupin le regarda avec ahurissement. Malgré tout ce qu'il savait de M. Formery, il n'imaginait pas un tel degré d'infatuation et d'aveuglement. La double personnalité du prince Cernine n'avait pas, à l'heure actuelle, un seul incrédule. M. Formery seul. Lupin se retourna vers le sous-chef qui écoutait, bouche béante. Mon cher Weber, votre avancement me semble tout à fait compromis. Car enfin, si M. Lenormand n'est pas moi, c'est qu'il existe. Et s'il existe, je ne doute pas que M. Formery, avec tout son flair, ne finisse par le découvrir. Auquel cas, on le découvrira, M. Lupin, s'écria le juge d'instruction. Je m'en charge. Et j'avoue que la confrontation entre vous et lui ne sera pas banale. Il s'esclaffait, jouait du tambour sur la table. Que c'est amusant! Ah, on ne s'ennuie pas avec vous. Ainsi, vous seriez M. Lenormand, et c'est vous qui auriez fait arrêter votre complice Marco. Parfaitement. Ne fallait-il pas faire plaisir au président du conseil et sauver le cabinet? Le fait est historique. Monsieur Formery se tenait les côtes. Ah, ça, c'est à mourir, Dieu que c'est drôle. La réponse fera le tour du monde. Et alors, selon votre système, c'est avec vous que j'aurais fait l'enquête du début, au palace, après l'assassinat de M. Kesselbach? C'est bien avec moi que vous avez suivi l'affaire du diadème, quand j'étais duc de Charmeras, riposta Lupin d'une voix sarcastique. M. Formery tressauta. Toute cette gaieté abolie par ce souvenir odieux. Subitement grave, il prononça. Donc, vous persistez dans ce système absurde. J'y suis obligé, parce que c'est la vérité. Il vous sera facile, en prenant le paquebot pour la Cochinchine, de trouver à Saillon les preuves de la mort du véritable M. Lenormand, du brave homme auquel je me suis substitué et dont je vous ferai tenir l'acte de décès. Des blagues! Ma foi, monsieur le juge d'instruction, je vous confesserai que cela m'est tout à fait égal. S'il vous déplaît que je sois monsieur Lenormand, n'en parlons plus. S'il vous plaît que j'ai tué Altenheim, à votre guise. Vous vous amuserez à fournir des preuves. Je vous le répète, tout cela n'a aucune importance pour moi. Je considère toutes vos questions et toutes mes réponses comme nulles et non avenues. Votre instruction ne compte pas. Pour cette bonne raison que je serai au diable Vauvert quand elle sera achevée. Seulement, sans vergogne, il prit une chaise et s'assit en face de M. Formery de l'autre côté du bureau. Et d'un ton sec. Il y a un seulement, et le voici. Vous apprendrez, monsieur, que malgré les apparences et malgré vos intentions, je n'ai pas, moi, l'intention de perdre mon temps. Vous avez vos affaires, j'ai les miennes. Vous êtes payé pour faire les vôtres, je fais les miennes et je me paye. Or, l'affaire que je poursuis actuellement est de celle qui ne souffre pas une minute de distraction, pas une seconde d'arrêt dans la préparation et dans l'exécution des actes qui doivent la réaliser. Donc, je la poursuis, et comme vous me mettez dans l'obligation passagère de me tourner les pouces entre les quatre murs d'une cellule, c'est vous deux, messieurs, que je charge de mes intérêts, c'est compris? Il était debout, l'attitude insolente et le visage dédaigneux. Et telle était la puissante domination de cet homme que ses deux interlocuteurs n'avaient pas osé l'interrompre. M. Formery prit le parti de rire.
en observateur qui se divertit. C'est drôle, c'est cocasse. Cocasse ou non, monsieur, c'est ainsi qu'il en sera. Mon procès, le fait de savoir si j'ai tué ou non, la recherche de mes antécédents, de mes délits ou forfaits passés, autant de fariboles auxquels je vous permets de vous distraire, pourvu, toutefois, que vous ne perdiez pas de vue un instant le but de votre mission. Qui est, demanda M. Formery, toujours gaminard, qui est de vous substituer à moi dans mes investigations relatives au projet de M. Kesselbach, et notamment de découvrir le sieur Steinweg, sujet allemand, enlevé et séquestré par feu le baron Altenheim. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Cette histoire de celle que je gardais pour moi quand j'étais, ou plutôt quand je croyais être M. le Normand. Une partie s'en déroula dans mon cabinet près d'ici, et Weber ne doit pas l'ignorer entièrement. En 2 mots, le vieux Steinweg connaît la vérité sur ce mystérieux projet que M. Kesselbach poursuivait, et Altenheim, qui était également sur la piste, a escamoté le sieur Steinweg. On n'escamote pas les gens de la sorte, il est quelque part, ce Steinweg. Sûrement. Vous savez où? Oui. Je serais curieux, il est au numéro 29 de la villa Dupont. Monsieur Weber haussa les épaules. Chez Altenheim, alors? Dans l'hôtel qu'il habitait? Oui, voilà bien le crédit qu'on peut attacher à toutes ces bêtises. Dans la poche du baron, j'ai trouvé son adresse. 1 heure après, l'hôtel était occupé par mes hommes. Lupin poussa un soupir de soulagement. Ah, la bonne nouvelle! Moi qui redoutais l'intervention du complice, de celui que je n'ai pu atteindre, et un second enlèvement de Steinweg. Les domestiques? Partis. Oui, un coup de téléphone de l'autre les aura prévenus, mais Steinweg est là. Monsieur Weber s'impatienta. Mais il n'y a personne, puisque je vous répète que mes hommes n'ont pas quitté l'hôtel. Monsieur le sous-chef de la sûreté, je vous donne le mandat de perquisitionner vous-même dans l'hôtel de la villa Dupont. Vous me rendrez compte demain du résultat de votre perquisition. Monsieur Weber haussa de nouveau les épaules, et sans relever l'impertinence de Lupin, j'ai des choses plus urgentes. Monsieur le sous-chef de la sûreté, il n'y a rien de plus urgent. Si vous tardez, tous mes plans sont à l'eau. Le vieux Steinweg ne parlera jamais. Pourquoi? Parce qu'il sera mort de faim si d'ici 1 jour, 2 jours au plus, vous ne lui apportez pas de quoi manger. Section 3. Très grave, murmura M. Formery après une minute de réflexion. Malheureusement, il sourit, malheureusement, votre révélation est entachée d'un gros défaut. Ah, lequel? C'est que tout cela, monsieur Lupin, n'est qu'une vaste fumisterie. Allons, ne vous fâchez pas, que voulez-vous? Je commence à connaître vos trucs, et plus ils me paraissent obscurs, plus je me défie. Idiot, grommela Lupin. Monsieur Formery se leva. Voilà qui est fait. Comme vous voyez, ce n'était qu'un interrogatoire de pure forme, la mise en présence des 2 duellistes. Maintenant que les épées sont engagées, il ne nous manque plus que le témoin obligatoire de ces passes d'armes, votre avocat. Bah, est-ce indispensable? Indispensable. Faire travailler un des maîtres du barreau en vue de débats aussi problématiques? Il le faut. En ce cas, je choisis maître Kimball. Le bâtonnier, à la bonne heure, vous serez bien défendu. Cette première séance était terminée. En descendant l'escalier de la souricière, entre les 2 Doudeville, le détenu articula, par petites phrases impératives. Qu'on surveille la maison de Geneviève. 4 hommes à demeure. Madame Kesselbach aussi. Elles sont menacées. On va perquisitionner Villa Dupont. Soyez-y. Si on découvre Steinweg, arrangez-vous pour qu'il se taise. Un peu de poudre au besoin. Quand serez-vous libre, patron? Rien à faire pour l'instant. D'ailleurs, ça ne presse pas, je me repose. En bas, il rejoignit les gardes municipaux qui entouraient la voiture. À la maison, mes enfants, s'exclama-t-il, et rondement. J'ai rendez-vous avec moi, à 2 heures précises. Le trajet s'effectua sans incident. Rentré dans sa cellule, Lupin écrivit une longue lettre d'instruction détaillée au frère Doudeville et 2 autres lettres. L'une était pour Geneviève. Geneviève, vous savez qui je suis maintenant, et vous comprendrez pourquoi je vous ai caché le nom de celui qui, par 2 fois, vous emporta toute petite dans ses bras. Geneviève, j'étais l'ami de votre mère, ami lointain dont elle ignorait la double existence, mais sur qui elle croyait pouvoir compter. Et c'est pourquoi, avant de mourir, elle m'écrivait quelques mots et me suppliait de veiller sur vous. Si indigne que je sois de votre estime, Geneviève, je resterai fidèle à ce vœu. Ne me chassez pas tout à fait de votre cœur. Arsène Lupin. L'autre lettre était adressée à Dolores Kesselbach. Son intérêt seul avait conduit près de Madame Kesselbach le prince Cernine. Mais un immense besoin de se dévouer à elle l'y avait retenu.
Aujourd'hui que le prince Cernine n'est plus qu'Arsène Lupin, il demande à madame Kesselbach de ne pas lui ôter le droit de la protéger, de loin, et comme on protège quelqu'un que l'on ne reverra plus. Il y avait des enveloppes sur la table. Il en prit une, puis deux, mais, comme il prenait la troisième, il aperçut une feuille de papier blanc dont la présence l'étonna, et sur laquelle étaient collés des mots. Visiblement découpés dans un journal, il déchiffra. La lutte avec Altenheim ne t'a pas réussi. Renonce à t'occuper de l'affaire et je ne m'opposerai pas à ton évasion. Signé L.M. Une fois de plus, Lupin eut ce sentiment de répulsion et de terreur que lui inspirait cet être innommable et fabuleux. La sensation de dégoût que l'on éprouve à toucher une bête venimeuse, un reptile. Encore lui, dit-il, et jusqu'ici, c'était cela également qui l'effarait. La vision subite qu'il avait par instant de cette puissance ennemie, une puissance aussi grande que la sienne, et qui disposait de moyens formidables, dont lui-même ne se rendait pas compte. Tout de suite, il soupçonna son gardien. Mais comment avait-on pu corrompre cet homme au visage dur, à l'expression sévère? Eh bien, tant mieux après tout, s'écria-t-il. Je n'ai jamais eu affaire qu'à des mazettes. Pour me combattre moi-même, j'avais dû me bombarder chef de la sûreté. Cette fois, je suis servi. Voilà un homme qui me met dans sa poche, en jonglant, pourrait-on dire. Si j'arrive du fond de ma prison à éviter ses coups et à le démolir, à voir le vieux Steinweg et à lui arracher sa confession, à mettre debout l'affaire Kesselbach et à la réaliser intégralement, à défendre madame Kesselbach et à conquérir le bonheur et la fortune pour Geneviève, eh bien vrai c'est que Lupin sera toujours Lupin. Et pour cela, commençons par dormir. Il s'étendit sur son lit en murmurant. Steinweg, patiente pour mourir jusqu'à demain soir, et je te jure, il dormit toute la fin du jour et toute la nuit et toute la matinée. Vers 11 heures, on vint lui annoncer que maître Kimball l'attendait au parloir des avocats. À quoi il répondit. Allez dire à maître Kimball que s'il a besoin de renseignements sur mes faits et gestes, il n'a qu'à consulter les journaux depuis 10 ans. Mon passé appartient à l'histoire. À midi, même cérémonial et même précaution que la veille pour le conduire au palais de justice. Il revit l'aîné des Doudeville, avec lequel il échangea quelques mots, et auquel il remit les 3 lettres qu'il avait préparées. Et il fut introduit chez M. Formery. Maître Kimball était là, porteur d'une serviette bourrée de documents. Lupin s'excusa aussitôt. Tous mes regrets, mon cher maître, de n'avoir pu vous recevoir, et tous mes regrets aussi pour la peine que vous voulez bien prendre. Peine inutile puisque... Oui, nous savons, interrompit M. Formery, que vous serez en voyage, c'est convenu. Mais d'ici là, faisons notre besogne. Arsène Lupin, malgré toutes nos recherches, nous n'avons aucune donnée précise sur votre nom véritable. Comme c'est bizarre, moi non plus. Nous ne pourrions même pas affirmer que vous êtes le même Arsène Lupin qui fut détenu à la Santé en 1900 et qui s'évada une première fois. Une première fois est un mot très juste. Il arrive en effet, continua M. Formery, que la fiche Arsène Lupin, retrouvée au service anthropométrique, donne un signalement d'Arsène Lupin qui diffère en tout point de votre signalement actuel. De plus en plus bizarre. Indications différentes, mesures différentes, empreintes différentes, les 2 photographies elles-mêmes n'ont aucun rapport. Je vous demande donc de bien vouloir nous fixer sur votre identité exacte. C'est précisément ce que je désirais vous demander. J'ai vécu sous tant de noms différents que j'ai fini par oublier le mien. Je ne m'y reconnais plus. Donc, refus de répondre. Oui. Et pourquoi? Parce que... C'est un parti pris? Oui, je vous l'ai dit, votre enquête ne compte pas. Je vous ai donné hier mission d'en faire une qui m'intéresse. J'en attends le résultat. Et moi, s'écria M. Formery, je vous ai dit hier que je ne croyais pas un traître mot de votre histoire de Steinweg, et que je ne m'en occuperais pas. Alors pourquoi hier, après notre entrevue, vous êtes-vous rendu Villa-Dupont, et avez-vous, en compagnie du sieur Weber, fouillé minutieusement le numéro 29? Comment savez-vous? Fit le juge d'instruction assez vexé. Par les journaux. Ah, vous lisez les journaux? Il faut bien se tenir au courant. J'ai en effet, par acquis de conscience, visité cette maison, sommairement et sans y attacher la moindre importance. Vous y attachez au contraire tant d'importance, et vous accomplissez la mission dont je vous ai chargé avec un rôle si digne d'éloge que, à l'heure actuelle, le sous-chef de la sûreté est en train de perquisitionner là-bas. M. Formery sembla médusé. Il balbutia. Quelle invention! Nous avons, M. Weber et moi, bien d'autres chats à fouetter. À ce moment, un huissier entra et dit quelques mots à l'oreille de M. Formery. Qu'il entre!
s'écria celui-ci. Qu'il entre. Et se précipitant. Eh bien, monsieur Weber, quoi de nouveau? Vous avez trouvé cet homme? Il ne prenait même pas la peine de dissimuler, tant il avait hâte de savoir. Le sous-chef de la sûreté répondit. Rien. Ah, vous êtes sûr? J'affirme qu'il n'y a personne dans cette maison, ni vivant, ni mort. Cependant, c'est ainsi, monsieur le juge d'instruction. Ils semblaient déçus tous les deux, comme si la conviction de Lupin les avait gagnés à leur tour. Vous voyez, Lupin, dit M. Formerie, d'un ton de regret, et il ajouta. Tout ce que nous pouvons supposer, c'est que le vieux Steinweg, après avoir été enfermé là, n'y est plus. Lupin déclara. Avant-hier matin, il y était encore. Et, à 5 heures du soir, les hommes occupaient l'immeuble, nota M. Weber. Il faudrait donc admettre, conclut M. Formerie, qu'il a été enlevé l'après-midi. Non, dit Lupin. Vous croyez? Hommage naïf à la clairvoyance de Lupin, que cette question instinctive du juge d'instruction, que cette sorte de soumission anticipée à tout ce que l'adversaire décréterait. Je fais plus que de le croire, affirma Lupin de la façon la plus nette. Il est matériellement impossible que le sieur Steinweg ait été libéré à ce moment. Steinweg est au numéro 29 de la villa Dupont. Monsieur Weber leva les bras au plafond. Mais c'est de la démence, puisque j'en arrive, puisque j'ai fouillé chacune des chambres. Un homme ne se cache pas comme une pièce de 100 sous. Alors, que faire? Gémit M. Formerie. Que faire, monsieur le juge d'instruction? Riposta Lupin. C'est bien simple. Montez en voiture et me mener avec toutes les précautions qu'il vous plaira de prendre au 29 de la villa Dupont. Il est 1 heure. À 3 heures, j'aurai découvert Steinweg. L'offre était précise, impérieuse, exigeante. Les deux magistrats subirent le poids de cette volonté formidable. M. Formerie regarda M. Weber. Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'opposait à cette épreuve? Qu'en pensez-vous, M. Weber? Je ne sais pas trop. Oui, mais, cependant, s'il s'agit de la vie d'un homme... Évidemment, formula le sous-chef qui commençait à fléchir. La porte s'ouvrit. Un huissier apporta une lettre que M. Formerie décacheta et où il lut ces mots. Défiez-vous. Si Lupin entre dans la maison de la villa Dupont, il en sortira libre. Son évasion est préparée. Elle aime. M. Formerie devint blême. Le péril auquel il venait d'échapper l'épouvantait. Une fois de plus, Lupin s'était joué de lui. Steinweg n'existait pas. Tout bas, M. Formerie marmotta des actions de grâce. Sans le miracle de cette lettre anonyme, il était perdu, déshonoré. Assez pour aujourd'hui, dit-il. Nous reprendrons l'interrogatoire demain. Garde! Que l'on reconduise le détenu à la santé. Lupin ne broncha pas. Il se dit que le coup provenait de l'autre. Il se dit qu'il y avait 20 chances contre une pour que le sauvetage de Steinweg ne pût être opéré maintenant. Et que, somme toute, il restait cette 21e chance, et qu'il n'y avait aucune raison pour que lui, Lupin, se désespérât. Il prononça donc simplement « Monsieur le juge d'instruction, je vous donne rendez-vous demain matin à 10 heures au 29 de la villa Dupont. » Vous êtes fou, et puisque je ne veux pas, moi, je veux. Cela suffit. À demain, 10 heures. Soyez exact. Section 4. Comme les autres fois, dès sa rentrée en cellule, Lupin se coucha, et, tout en bâillant, il songeait. Au fond, rien n'est plus pratique pour la conduite de mes affaires que cette existence. Chaque jour, je donne des petits coups de pouce qui met en branle toute la machine, et je n'ai qu'à patienter jusqu'au lendemain. Les événements se produisent d'eux-mêmes. Quel repos pour un homme surmené! Et, se tournant vers le mur, Steinweg, si tu tiens à la vie, ne meurs pas encore. Je te demande un petit peu de bonne volonté, fais comme moi, dors. Sauf à l'heure du repas, il dormit de nouveau jusqu'au matin. Ce ne fut que le bruit des serrures et des verrous qui le réveilla. Debout, lui dit le gardien, habillez-vous, c'est pressé. M. Weber et ses hommes le reçurent dans le couloir et l'amenèrent jusqu'au fiacre. Cocher, 29 Villa Dupont, dit Lupin en montant. Et, rapidement. Ah, vous savez donc que nous allons là, dit le sous-chef. Évidemment, je le sais, puisqu'hier j'ai donné rendez-vous à M. Formerie au 29 de la Villa Dupont, sur le coup de 10 heures. Quand Lupin dit une chose, cette chose s'accomplit. La preuve? Dès la rue Pergolèse, les précautions multipliées par la police excitèrent la joie du prisonnier. Des escouades d'agents encombraient la rue. Quant à la villa Dupont, elle était purement et simplement interdite à la circulation. L'état de siège, ricana Lupin. Weber, tu distribueras de ma part 1 louis à chacun de ces pauvres types que tu as dérangés sans raison. Tout de même, faut-il que vous ayez la venette? Pour un peu, tu me passerais les menottes. Je n'attendais que ton désir, dit M. Weber.
Vas-y donc, mon vieux, faut bien rendre la partie égale entre nous, pense donc, tu n'es que 300 aujourd'hui. Les mains enchaînées, il descendit de voiture devant le perron, et, tout de suite, on le dirigea vers une pièce où se tenait M. Formerie. Les agents sortirent, M. Weber seul resta. Pardonnez-moi, monsieur le juge d'instruction, dit Lupin. J'ai peut-être 1 ou 2 minutes de retard, soyez sûr qu'une autre fois, je m'arrangerai. M. Formerie était blême. Un tremblement nerveux l'agitait. Il bégaya. Monsieur, madame Formerie. Il dut s'interrompre, à bout de souffle, la gorge étranglée. Comment va-t-elle, cette bonne madame Formerie demanda Lupin avec intérêt. J'ai eu le plaisir de danser avec elle cet hiver, au bal de l'hôtel de ville, et ce souvenir, monsieur, recommença le juge d'instruction, monsieur, madame Formerie a reçu de sa mère, hier soir, un coup de téléphone lui disant de passer en hâte. Madame Formerie aussitôt est partie. Sans moi, malheureusement, car j'étais en train d'étudier votre dossier. Vous étudiez mon dossier? Voilà bien la boulette, observa Lupin. Or, à minuit, continua le juge, ne voyant pas revenir madame Formerie, assez inquiet, j'ai couru sur sa mère. Madame Formerie n'y était pas. Sa mère ne lui avait point téléphoné. Tout cela n'était que la plus abominable des embûches. À l'heure actuelle, madame Formerie n'est pas encore rentrée. Ah! Fit Lupin avec indignation. Et après avoir réfléchi, autant que je m'en souvienne, madame Formerie est très jolie, n'est-ce pas? Le juge ne parut pas comprendre. Il s'avança vers Lupin, et d'une voix anxieuse, l'attitude quelque peu théâtrale. Monsieur, j'ai été prévenu ce matin par une lettre que ma femme me serait rendue immédiatement après que le sieur Steinweit serait découvert. Voici cette lettre. Elle est signée Lupin. Est-elle de vous? Lupin examina la lettre et conclut gravement. Elle est de moi. Ce qui veut dire que vous voulez obtenir de moi, par contrainte, la direction des recherches relatives au sieur Steinweg. Je l'exige, et que ma femme sera libre aussitôt après. Elle sera libre, même au cas où ses recherches seraient infructueuses. Ce cas n'est pas admissible. Et si je refuse? S'écria M. Formerie, dans un accès imprévu de révolte. Lupin murmura. Un refus pourrait avoir des conséquences graves. Madame Formerie est jolie. Soit, cherchez, vous êtes le maître, grinça M. Formerie. Et M. Formerie se croisa les bras, un homme qui sait, à l'occasion, se résigner devant la force supérieure des événements. M. Weber n'avait pas soufflé mot, mais il mordait rageusement sa moustache, et l'on sentait tout ce qu'il devait éprouver de colère à céder une fois de plus aux caprices de cet ennemi, vaincu et toujours victorieux. « Montons, dit Lupin. On monta. Ouvrez la porte de cette chambre. On l'ouvrit. Qu'on m'enlève mes menottes. Il y eut une minute d'hésitation. M. Formerie et M. Weber se consultèrent du regard. Qu'on m'enlève mes menottes, répéta Lupin. Je réponds de tout, assura le sous-chef. Et, faisant signe aux 8 hommes qui l'accompagnaient, l'arme au poing, au premier commandement, feu. Les hommes sortirent leurs revolvers. Bas les armes, ordonna Lupin, et les mains dans les poches. Et devant l'hésitation des agents, il déclara fortement « Je jure sur l'honneur que je suis ici pour sauver la vie d'un homme qui agonise et que je ne chercherai pas à m'évader. »« L'honneur de Lupin !» marmotta l'un des agents. Un coup de pied sec sur la jambe lui fut poussé un hurlement de douleur. Tous les agents bondirent, secoués de haine. « Halte !» cria M. Weber en s'interposant. « Va, Lupin, je te donne 1 heure. Si, dans 1 heure, je ne veux pas de conditions, » objecta Lupin intraitable. « Eh, fais donc à ta guise, animal !» grogna le sous-chef exaspéré. Et il recula, entraînant ses hommes avec lui. « À merveille, dit Lupin, comme ça on peut travailler tranquillement. » Il s'assit dans un confortable fauteuil, demanda une cigarette, l'alluma, et se mit à lancer vers le plafond des anneaux de fumée, tandis que les autres attendaient avec une curiosité qu'ils n'essayaient pas de dissimuler. Au bout d'un instant, « Weber, fais déplacer le lit. » On déplaça le lit. « Qu'on enlève tous les rideaux de l'alcôve. » On enleva les rideaux. Un long silence commença. On eût dit une de ces expériences d'hypnotisme auxquelles on assiste avec une ironie mêlée d'angoisse, avec la peur obscure des choses mystérieuses qui peuvent se produire. On allait peut-être voir un moribond surgir de l'espace, évoqué par l'incantation irrésistible du magicien. On allait peut-être voir... « Quoi, déjà ?» s'écria M. Formerie. « Ça y est, dit Lupin. Croyez-vous donc, monsieur le juge d'instruction, que je ne pense à rien dans ma cellule, et que je me sois fait amener ici sans avoir quelques idées précises sur la question? Et alors, dit M. Weber, envoie l'un de tes hommes au tableau des sonneries électriques. Ça doit être accroché du côté des cuisines. Un des agents s'éloigna. Maintenant,
Appuie sur le bouton de la sonnerie électrique qui se trouve ici, dans l'alcôve, à la hauteur du lit. Bien. Appuie fort. Ne lâche pas. Assez comme ça. Maintenant, rappelle le type qu'on a envoyé en bas. 1 minute après, l'agent remontait. Eh bien, l'artiste, tu as entendu la sonnerie? Non. Un des numéros du tableau s'est déclenché? Non. Parfait. Je ne me suis pas trompé, dit Lupin. Weber, aie l'obligeance de débisser cette sonnerie, qui est fausse comme tu vois. C'est cela. Commence par tirer la petite cloche de porcelaine qui entoure le bouton. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que tu aperçois? Une sorte d'entonnoir, répliqua M. Weber. On tire à l'extrémité d'un tube. Penche-toi. Applique ta bouche à ce tube, comme si c'était un porte-voix. Ça y est. Appelle, appelle. Stenweg. Hola, Stenweg. Inutile de crier. Parle simplement. Eh bien? On ne répond pas. Tu es sûr? Écoute, on ne répond pas? Non. Tant pis, c'est qu'il est mort, ou hors d'état de répondre. M. Formerie s'exclama. En ce cas, tout est perdu. Rien n'est perdu, dit Lupin, mais ce sera plus long. Ce tube a 2 extrémités, comme tous les tubes. Il s'agit de le suivre jusqu'à la seconde extrémité. Mais il faudra démolir toute la maison. Mais non, vous allez voir. Il s'était mis lui-même à la besogne, entouré par tous les agents qui pensaient d'ailleurs beaucoup plus à regarder ce qu'il faisait qu'à le surveiller. Il passa dans l'autre chambre et tout de suite, ainsi qu'il l'avait prévu, il aperçut un tuyau de plomb qui émergeait d'une encoignure et qui montait vers le plafond comme une conduite d'eau. « Ah ah !» dit Lupin, « ça monte. Pas bête. Généralement, on cherche dans les caves. » Le fil était découvert. Il n'y avait qu'à se laisser guider. Ils gagnèrent ainsi le second étage, puis le troisième, puis les mansardes, et ils virent ainsi que le plafond d'une de ces mansardes était crevé, et que le tuyau passait dans un grenier très bas, lequel était lui-même percé dans sa partie supérieure. Or, au-dessus, c'était le toit. Ils plantèrent une échelle et traversèrent une lucarne. Le toit était formé de plaques de tôle. « La piste est mauvaise, » déclara M. Formerie. Lupin haussa les épaules. « Pas du tout. Cependant, puisque le tuyau aboutit sous les plaques de tôle, cela prouve simplement que, entre ces plaques de tôle et la partie supérieure du grenier, il y a un espace libre où nous trouverons ce que nous cherchons. Impossible. Nous allons voir. Que l'on soulève les plaques. Non, pas là. C'est ici que le tuyau doit déboucher. 3 agents exécutèrent l'ordre. L'un d'eux poussa une exclamation. Ah, nous y sommes. On se pencha. Lupin avait raison. Sous les plaques, que soutenait un treillis de lattes de bois à demi pourries, un vide existait, sur une hauteur d'1 mètre tout au plus, à l'endroit le plus élevé. Le premier agent qui descendit creva le plancher et tomba dans le grenier. Il fallut continuer sur le toit avec précaution, tout en soulevant la tôle. Un peu plus loin, il y avait une cheminée. Lupin, qui marchait en tête et qui suivait le travail des agents, s'arrêta et dit « Voilà, un homme, un cadavre plutôt, gisait, dont ils virent à la lueur éclatante du jour la face livide et convulsée de douleur. Des chaînes le liaient à des anneaux de fer engagés dans le corps de la cheminée. Il y avait 2 écuelles vides auprès de lui. Il est mort, dit le juge d'instruction. Qu'en savez-vous? Riposta Lupin. Il se laissa glisser, du pied, tâta le parquet qui lui sembla plus solide à cet endroit, et s'approcha du cadavre. M. Formerie et le sous-chef imitèrent son exemple. Après un instant d'examen, Lupin prononça. « Il respire encore. »« Oui, dit M. Formerie. Le cœur bat faiblement, mais il bat. Croyez-vous qu'on puisse le sauver? »« Évidemment, puisqu'il n'est pas mort, » déclara Lupin avec une belle assurance. Et il ordonna. « Du lait, tout de suite. Du lait additionné d'eau de Vichy, au galop, et je réponds de tout. » 20 minutes plus tard, le vieux Stenweg ouvrit les yeux. Lupin, qui était agenouillé près de lui, murmura lentement, nettement, de façon à graver ses paroles dans le cerveau du malade. « Écoute, Stenweg, ne révèle à personne le secret de Pierre le Duc. Moi, Arsène Lupin, je te l'achète le prix que tu veux. Laisse-moi faire. » Le juge d'instruction prit Lupin par le bras et gravement. « Madame Formerie ? Madame Formerie est libre. Elle vous attend avec impatience. »« Comment cela ? » ?»« Voyons, monsieur le juge d'instruction, je savais bien que vous consentiriez à la petite expédition que je vous proposais. Un refus de votre part n'était pas admissible. Pourquoi ? Madame Formerie est trop jolie. » Fin du chapitre 10.